Bonjour à tous et bienvenue. La violence à l'égard des femmes et des filles demeure l'une des violations des droits de l'homme les plus répandues dans le monde. Décryptage dans Ça fait l'actualité. Les violences basées sur le genre continuent d'alimenter l'actualité nationale à travers des faits divers, comme nous le rappelle Khalil Diomondé. Ces photos font le tour des réseaux sociaux et des médias depuis quelques jours. Christelle Flavie, 35 ans, institutrice dans un village à une quinzaine de kilomètres de Mans, et son fils de 7 ans ont été retrouvés égorgés à leur domicile le 20 novembre dernier. Un fait qui montre bien que la lutte contre les VBG, violences basées sur le genre, est loin d'être gagnée en Côte d'Ivoire. Les statistiques de l'année 2022 et mi-2023 dévoilées à la tribune Tout savoir su du CICG sont assez évocateurs. Selon l'indice d'inégalité de genre de 2021 du PNUD, la Côte d'Ivoire se classe 155e sur 170 pays. Pour changer la donne, le gouvernement a adopté une batterie de mesures qui devraient permettre de réduire considérablement les cas de VBG. En 2022, près de 400 actions en justice ont été portées par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant au profit des victimes. Des victimes invitées à briser le silence en dénonçant tout abus sur la ligne verte 1308. Devenue une cause universelle, les violences basées sur le genre perdurent malgré la mobilisation de la société civile et des pouvoirs publics. En 2023, le thème de la campagne Tous unis est investir pour prévenir la violence à l'égard des femmes et des filles et mettra l'accent sur l'importance de financer différentes stratégies de prévention pour mettre fin à la violence. Mais comment ce combat a-t-il évolué dans l'espace et dans le temps et pour quels résultats? Pour en parler, je reçois Madame Josiane Bessy, directrice du programme national de lutte contre les violences basées sur le genre au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Bonsoir Madame, bienvenue. Alors, pouvez-vous nous rappeler déjà comment cette campagne d'activisme a vu le jour dans le monde? Cette campagne date depuis 1991 à l'initiative d'activistes qui ont vu les droits des femmes et des filles être bafoués à plusieurs niveaux et suite justement à un meurtre qui coïncide justement avec le 25 novembre qui est la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des filles et des femmes. Et donc, elles ont porté cette initiative-là pour dire « ça suffit, c'est trop. Nous ne voulons plus de violence à l'égard des femmes et des filles ». Et c'est depuis cette date que cette initiative a été portée, comme je le disais, par des organisations de la société civile, mais dans l'État de Côte d'Ivoire et aussi dans le monde entier, les différents États se sont appropriés pour mener ce combat. Et depuis combien de temps cet activisme existe dans notre pays et sous quelle forme? Ça a évolué. Au départ, comme on le disait, c'était l'initiative d'organisation de la société civile. Et pendant une dizaine d'années, et suite à cela, l'État de Côte d'Ivoire s'est approprié puisqu'il en a fait une journée statutaire qui sont dans les textes de l'État de Côte d'Ivoire. Et dorénavant, l'État de Côte d'Ivoire mobilise les ressources pour mener une campagne contre les violences à l'égard des femmes et des filles. C'est une campagne annuelle, hein. Oui. Sur 16 jours. Vous allez nous rappeler les dates. Je crois que c'est du 25 novembre. Du 25 novembre, qui est le jour de la célébration de l'élimination de la violence faite à la femme et à la fille, et le 10 décembre, qui est la journée internationale des droits de l'homme. Donc cette campagne annuelle, en fait, on a le sentiment qu'on s'y est habitué, comme pour Octobre Rose ou d'autres campagne de prévention et de sensibilisation, mais quels sont les résultats obtenus depuis toutes ces années? Il faut dire que la campagne, c'est une période, comme vous l'avez dit, de mobilisation, une période de plaidoyer, une période pour mettre le doigt, c'est un élément important de la lutte contre les violences basées sur le genre. Justement, c'est pourquoi chaque année, nous avons différents thèmes. Il y a eu des années où on a mis l'accent sur les questions du viol, l'accent sur le travail des communautés, l'accent sur la paix dans les maisons. Et cette année, on parle d'investir. Investir pourquoi? Parce qu'il faut évoluer. Sans ressources, on ne peut mener ce combat nulle part. Et donc, durant toutes ces années, en fonction des thèmes qui ont été proposés, des actions ont été menées.
travailler à mettre la paix dans les familles était un élément important. Donc, on a posé des actes en faveur des familles pour que les familles comprennent l'importance de lutter contre la violence au sein même des familles à travers des activités avec les enfants, des activités avec les parents également. Et donc, il y a d'autres actions qui sont menées quotidiennement. Et aujourd'hui, on peut dire, en faisant le bilan de plusieurs années de campagne d'activisme, on a gagné. On a gagné parce que maintenant, la communauté nationale sait ce que c'est que la violence basée sur le genre. La communauté sait qu'il faut s'arrêter un moment pour s'interroger de ce que nous avons fait par rapport à notre engagement dans la lutte contre ces violences basées sur le genre. Vous décrivez un peu l'état des lieux, on va essayer de comprendre quelle était la situation de départ, parce que vous dites on a gagné. Et là, on vient de voir dans l'élément qu'une jeune dame a été assassinée. Déjà, est-ce qu'on doit systématiquement rattacher toute violence sur une femme à cette violence basée sur le genre? Vous pensez que c'est toujours un facteur déterminant? Ça peut être... les gens peuvent se faire agresser indistinctement, qu'ils soient hommes ou femmes. Oui. Ils peuvent se faire cambrioler, ça peut déraper. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans cette affaire, mais pourquoi tout de suite associer ça à une violence basée sur le genre et pas une violence tout court? Parce qu'il faut tenir compte, quand on parle de violence basée sur le genre, on tient compte de plusieurs facteurs. Des facteurs socio-culturels, des facteurs d'éducation, les facteurs de rapport de pouvoir entre l'homme et la femme. Donc, quand vous mettez tout ça dans le panier, vous vous rendez compte évidemment que ce sont des questions de violence basée sur le genre. Qui a la force? Qui domine? Qui contrôle? Qui gère les ressources? Qui oppresse? Donc, ce sont ces questions que nous nous posons et à la suite des réponses que nous avons, on se rend compte que très souvent, je le dis, il y a des rapports de force, des rapports d'oppression, des rapports de volonté de contrôle, de domination qui fait qu'aujourd'hui, la femme est victime de violences basées. N'empêche qu'il existe également des hommes qui sont victimes de violences basées sur le genre. Mais justement, quand on parle de VBG, violence basée sur le genre, c'est masculin et féminin. Donc ça devrait toucher... Quand on parle de genre, en matière de genre, il ne s'agit pas de masculin-féminin. Quand on parle de genre, on parle de rapport entre l'homme et la femme. Le rapport est du point de vue social, du point de vue économique, du point de vue de l'accès aux ressources, du point de vue des chances. Donc, il ne s'agit pas de... Non, mais vous avez cité, il y a l'homme et la femme. Ça ne, oui, c'est un rapport biologique. D'où ma question. On parle d'hommes et de femmes qui peuvent être à la fois victimes et peut-être bourreaux, les deux. Oui. Maintenant, quand on parle des 16 jours d'activisme, là, ça se concentre sur la violence à l'égard des femmes et des filles. Pour quelle raison? Parce que... Les hommes sont exclus. Les hommes sont exclus parce que quand il s'agit de façon générale de violence basée sur le genre, on intègre les hommes, les femmes, les enfants, les garçons et les filles. C'est un tout. Mais dans les violences basées sur le genre, on se rend compte que les personnes les plus vulnérables, les personnes les plus atteintes par ces violences basées sur le genre sont justement des femmes et des filles. Et donc, c'est la raison pour laquelle la campagne axe son intervention sur ces cibles qui sont les femmes et les filles. Pour dire, il faut s'arrêter pour regarder dans les questions d'inégalité. Les femmes sont touchées, qu'est-ce que nous faisons pour leur accès à leurs droits, pour leur protection, pour la prévention des violences auxquelles elles sont soumises. Donc c'est un focus que vous faites particulièrement sur les femmes. Selon la dernière enquête démographique et de santé réalisée en 2021 en Côte d'Ivoire, parmi les femmes de 15 à 49 ans, 26% ont déclaré avoir subi des actes de violence physique depuis l'âge de 15 ans et 7% ont déjà subi des actes de violence sexuelle commis par un auteur quelconque. Déjà, est-ce que ces chiffres, selon vous, reflètent la situation, la réalité de notre pays? Mais les chiffres parlent d'eux-mêmes. Je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Ça montre le tableau de la Côte d'Ivoire en matière de violence basée sur le genre. Mais on pourrait dire... Voilà, on a l'impression qu'ils sont en deçà de la réalité. Ça paraît très peu. Justement, j'allais en venir parce qu'on pourrait dire qu'ils sont en deçà. Mais tant que nous n'avons pas fait d'études plus approfondies, on ne peut pas dire, on ne peut pas affirmer de tels faits. Parce que pour qu'on puisse notifier les violences, il faut que ces violences puissent être signalées. Il faut que ces violences puissent être dénoncées. Mais tant qu'on aura l'omerta autour, tant qu'on aura le silence autour, évidemment, on ne pourra pas avoir les chiffres qu'on devrait avoir. Sinon, nous savons tous que
dans une maison, dans une famille, on reçoit une gifle, on reçoit une humiliation, on est bafoué et tout ça. Donc, c'est couramment que les femmes sont victimes de violences au sein des familles. Mais oser en parler est vraiment difficile. Restons sur l'exemple que vous venez de donner, la gifle, par exemple. Certains vous parlent d'éducation. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que voilà, il y a eu le débat en Europe, notamment en France, sur la fessée, sur voilà, ces actes-là. Quand on vous dit que c'est pour l'éducation de ces jeunes filles ou jeunes garçons, que répondez-vous à ces propos? Je pense que tout acte de violence est nuisible. Voilà ce que je peux dire. Tout acte de violence est nuisible parce que l'éducation peut ne pas forcément passer par la violence. Parce que donner une gifle, les conséquences sont lesquelles? La personne peut en mourir. Est-ce que c'est ce qu'on recherche? Je ne le crois pas. Donc, il est important d'éduquer sans violence. Et ça, c'est possible. C'est vrai qu'avec l'éducation que nous avons reçue en Afrique, on s'est dit parfois, il faut un coup de bâton, parfois, il faut une claque pour que l'enfant comprenne ou que la femme comprenne. Mais je me dis, il n'est pas nécessaire d'en arriver là. Il n'est pas vraiment nécessaire. Parce qu'il y a eu d'autres expériences qui ont montré que sans vraiment la violence, on peut éduquer une personne. Pour l'édition 2023 de la campagne des 16 jours d'activisme contre la violence faite aux femmes, les Nations Unies en Côte d'Ivoire et leurs partenaires concentreront leur plaidoyer sur 3 priorités. Lesquelles? La première priorité pour nous, dans le cadre de la prévention, c'est de mettre l'accent sur la mobilisation des acteurs communautaires. Communautaires pour qu'ils s'engagent également aux côtés de l'État de Côte d'Ivoire avec les partenaires au développement dans la lutte contre les violences basées sur le genre. La deuxième priorité, c'est mettre l'accent sur le secteur privé, parce que nous ne les voyons pas très souvent à nos côtés. Donc, c'est vraiment les amener également à s'engager, à nous accompagner dans cette lutte-là. Et enfin, nous engager dans la protection des victimes de violences basées sur le genre. Alors, on va détailler ces 3 points. Déjà, vous représentez, c'est vrai, le ministère de la Femme, mais cette opération, dès le départ, il y a 33 ans, a été initiée par la société civile et pas par les États. Vous disiez que l'État prend sa part, notamment en Côte d'Ivoire, mais est-ce qu'on a vraiment pris la mesure de ce phénomène? Est-ce qu'on fait assez? Là, on s'intéresse à la Côte d'Ivoire, mais je vais poser la question pour d'autres pays. Je pense qu'on n'en aura pas fait assez. Tant qu'il y aura une seule personne victime de violences basées sur le genre, une femme dont les droits seront bafoués, on n'en fera pas assez. Il est important que chacun de nous s'engage. Il ne faut pas que ce soit une routine. Vous avez parlé de campagne. Il ne faut pas que ce soit une routine, mais il faut que ce soit intégré dans nos habitudes, la protection des droits de la femme et de la fille. À quelque niveau que nous soyons, il faut que nous nous engageons. Donc, pour nous, il est important que tout le monde prenne sa part de responsabilité. Mais justement, je insiste, est-ce que l'État prend ses responsabilités vis-à-vis des femmes et des jeunes filles dans ce pays, dans notre pays, vis-à-vis aussi des hommes, encore une fois, qui peuvent être des victimes et des bourreaux, en termes de réglementation, en termes de prévention? Je pense que l'État fait sa part. L'État fait sa part parce qu'au niveau stratégique, déjà, il y a un déploiement de mécanismes locaux pour prévenir la violence. Du point de vue législatif, légal, les tests, en Côte d'Ivoire, toutes les violences sont couvertes par des tests qui les répriment ou qui nous aident dans la prévention. Donc, en matière de tests, la Côte d'Ivoire est suffisamment pourvue. On ne peut pas dire qu'il y a un déficit en matière de tests. Est-ce que ces textes sont respectés, appliqués? Les tests sont appliqués. Et je l'ai dit tout à l'heure, pour qu'il puisse y avoir répression, il faut qu'il y ait plainte, il faut qu'il y ait dénonciation. C'est vrai que par moment, dans le processus, il peut y avoir des failles, mais l'initiative revient à toute victime de porter plainte pour que le processus de répression soit enclenché. Cette année, c'est du financement que vous cherchez au niveau du secteur privé notamment. Pourquoi faire et qu'attendez-vous d'eux? Est-ce que c'est la responsabilité d'un patron de venir subventionner, je sais pas, un espace pour accueillir des femmes qui ne sont même pas de son entreprise? On a des entreprises, je pense que toutes les entreprises de Côte d'Ivoire, je pense, sont des entreprises citoyennes qui aident dans divers domaines. On sait, il y a la construction d'écoles, il y a la construction
d'infrastructures sanitaires. Tout cela participe également à la prise en charge des survivantes de violences basées sur le genre. Mais quand il s'agit de la prévention, on demande un peu plus d'engagement parce que très souvent, on met l'accent sur la question de la prise en charge. Le volet prévention, donc ça c'est pour, on n'espère pas, des futures victimes. Qu'est-ce que vous faites pour justement celles qui ont déjà été agressées, violées Les survivantes de violences basées sur le genre. Pourquoi on parle de survivantes? Parce qu'on s'est dit il faut aller à une certaine résilience. Quand on parle de survivante, c'est que cette personne a la capacité de guérir, a la capacité de surmonter la violence qu'elle a subie si elle n'est pas décédée. C'est pour cela qu'on parle de survivantes. Donc, en ce qui concerne les survivantes de VBG, c'est-à-dire celles qui ont été déjà victimes de violences, le ministère a mis en place des centres d'accueil. Lorsqu'elles sont en transit, on a la possibilité de les accueillir, de les héberger, de les protéger, le temps de pouvoir régler la situation. Alors, soyons très concrets. On dit que je suis victime de violences basées sur le genre, peut-être un mari qui me bat ou je ne sais pas. Bon, vous voyez. Qu'est-ce qu'on fait déjà? Comment on vous contacte? Comment j'arrive à... Vous êtes victime de violences basées sur le genre, vous pouvez nous appeler sur notre ligne verte qui est la 1308. On vous écoute. Donc ça, c'est un numéro gratuit. Gratuit, entièrement. 24 heures sur 24. Pas 24 heures sur 24, aux heures de travail. Et donc ça, c'est un défi justement pour nous de pouvoir travailler à ce qu'on puisse aller au-delà des heures réglementaires de travail qui est 17 heures. Donc travailler samedi, travailler dimanche et puis assister les survivants. Mais au-delà de la prise en charge qui se fait ici à Abidjan, on fait de la référence vers les structures de prise en charge, quand bien même nous ne sommes pas de service. Donc, quand vous appelez, on vous réfère vers une structure de prise en charge à Abidjan parce qu'on a un mapping des organisations qui nous accompagnent dans la prise en charge. Donc, on vous réfère. Si vous êtes à l'intérieur du pays, vous avez un répondant. Si vous êtes à Abidjan, vous avez un répondant et on vous oriente pour votre prise en charge. Mais on nous oriente, c'est-à-dire, on vient de me chercher ou c'est moi qui me déplace dans ce centre, je prends mes bagages, mes enfants et tout, et puis je débarque? On peut vous chercher, on peut aller vous chercher comme vous pouvez vous déplacer également. Il y a cette possibilité. En fonction du danger auquel vous êtes soumis, soit on vient vous chercher, soit vous... Et là, pour l'instant, à aucun moment, on passe par le volet judiciaire. C'est-à-dire, il n'y a pas de plainte déposée, formalisée. La personne mais il y a la présomption d'innocence. Peut-être je peux accuser à tort le père de famille ou en tout cas le conjoint. C'est sur ma parole seule que vous vous basez, elle est prioritaire. Vous me mettez à l'abri. Nous tenons compte du danger imminent. Nous tenons compte du danger imminent dans nos procédures. Si vous dites que vous êtes victime de violence, ce que nous cherchons à faire, c'est de vous protéger d'abord. Et pour le reste, vous avez le temps de porter plainte si vous le désirez et la procédure va suivre. Et également, on veut s'assurer que vous n'êtes pas sujette à une violence quelconque qui peut entraîner votre décès ou quelque chose comme ça. Donc, on veut se rassurer que vous êtes protégé et puis le processus va suivre son cours. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de vérification de votre côté. La priorité, c'est la protection. Donc, quand on arrive là-bas, on est pris en charge, logé, nourri, blanchi? Oui, exactement. On peut venir avec des enfants dans ces centres-là? Oui, on peut venir avec des enfants dans les centres et on est hébergé, on est pris en charge. Et ensuite, il y a une enquête sociale qui est menée pour voir les conditions dans lesquelles cette violence a été commise et puis initier la procédure en lien avec les services compétents. D'accord. Vous pouvez rappeler le numéro, s'il vous plaît? Le 1308. D'accord. D'essayer d'appeler les jours ouvrés et aux heures de bureau pour l'instant, voilà, jusqu'à ce que vous puissiez l'aménager. Maintenant, vous... Déjà, il y a des femmes, des jeunes filles, vous disiez. Là, qu'est-ce qu'on fait pour ces jeunes filles? Est-ce qu'elles ont un dispositif particulier ou les femmes et les jeunes filles sont rassemblées dans tous ces dispositifs? Oui, les femmes et les jeunes filles sont prises en charge dans les centres. Mais des box en fonction qu'on soit accompagné d'enfants ou pas. Voilà. Donc, on est pris en charge. Et puis, il faut dire que chaque survivante a un besoin particulier. Étant marié, on peut avoir un besoin qui est différent d'une jeune fille ou d'une personne accompagnée d'enfants ou pas. Donc, c'est en fonction des besoins de la suivante que le dossier est traité. Voilà. Et les centres se trouvent principalement à Abidjan, vous disiez? Abidjan, Boaké, Korogo. Il y a également des centres privés qui nous accompagnent, Mans et tout ça. Voilà, il y en a des centres privés qui nous accompagnent.
Et on sait combien de femmes il y a actuellement dans ces centres? Ou quelle est la capacité même d'accueil de ces centres regroupés? Boaké, on a autour de 20 lits. Abidjan, nous en avons 8. 8 lits pour tout Abidjan? 8 lits. 8 lits, mais il faut dire que souvent, on a un manque de survivantes. Hein. Il y a des survivantes qui ne viennent pas. Mais elles refusent de quitter le foyer. Il y en a qui viennent, mais qui en même temps ont peur. Ouais. Elles ne veulent pas rester longtemps, elles repartent. Il y en a qui disent non, je veux juste qu'on parle à mon homme et que les choses rentrent dans l'ordre. Mais vraiment, c'est pour des situations extrêmes, on accueille les survivantes. Et on met aussi l'accent sur l'accompagnement familial pour la résilience. Parce qu'on se dit que la famille, en Afrique, la famille joue son rôle, un rôle à jouer. Donc, il y a des familles d'accueil qui peuvent accueillir les survivantes en attendant que la situation soit réglée. Donc, vraiment, le centre, c'est pour des questions extrêmes. Mais donc, ça veut dire que vous réunissez la famille, peut-être même le bourreau et la victime pour des... Non. Alors, quel type de médiation vous menez? Pas du tout. C'est fonction du cas de violence subie. Et c'est fonction du désir de la survivante. Si elle vous dit que je veux me retirer momentanément, le temps que la situation soit réglée avec mon conjoint, soit parce qu'il m'a chassé de la maison, soit, enfin, il y a plusieurs facteurs. Hein. Dans les cas de violence domestique, conjugale, il y a plusieurs facteurs. On peut demander à la suivante de venir le temps de régler le problème avec son conjoint. Mais pour des cas de violence physique, les cas d'agression sexuelle, c'est des choses pour lesquelles nous, on ne peut pas se mettre à porte-à-faux avec les dispositions légales qui sont prévues. Donc, nous marchons selon la législation ivoirienne qui nous dit que lorsqu'on est saisi d'un cas de violence sexuelle, d'agression, il faut le signaler à la police. Mais quelles sont les recommandations? J'ai vu une vidéo circuler sur les réseaux sociaux récemment d'un homme, je ne sais plus dans quelle localité, qui est réuni dans une famille où il lui demande d'avouer qu'il a... Bon, c'est un viol, hein, on ne va pas dire qu'il avait des rapports sexuels, mais qu'il violait sa fille de 10 ans. Là, déjà, comme c'est sur les réseaux sociaux, est-ce que ça vous alerte? Est-ce que vous intervenez? Est-ce que... Bien sûr, la direction de la protection de l'enfant agit dans ce sens. C'est le retrait de la petite pour la placer en institution. Déjà pour la protéger. S'il n'y a pas d'institution dans la localité, il y a des familles d'accueil qui sont identifiées. Le juge ordonne que cet enfant soit placé dans une famille d'accueil. Voilà, et le père va subir le cours de la loi. Voilà, c'est tout. Et parfois on parle de pédophilie quand c'est des enfants de jeune âge, c'est très répandu. Oui, là, non, je ne dirais pas que c'est très répandu par rapport aux autres types de violences, mais ça existe. Il y a des cas de pédophilie, il y a des cas d'inceste même, où on s'est rendu compte que le père allait jusqu'à engrosser sa fille. Et dans de telles situations, ce qu'on a fait, on a retiré la petite, on l'a mis en institution. On a même pris en charge le bébé, voilà. Mais le père, il a été arrêté. Dans ces cas-là, où sont les mères? Où sont les mères de ces enfants? Très souvent, les mères, pour les situations d'inceste qu'on a connues, très souvent, les mères ne sont pas à la maison. Très souvent. Souvent, c'est un couple recomposé. Voilà, c'est une famille recomposée. Non, c'est un beau-père, Voilà, où la mère est partie de la maison pour des questions de violence qu'elle subissait. Donc, elle a pratiquement coupé tous les ponts avec ses enfants. Et donc, la petite se retrouve dans une situation de vulnérabilité. Voilà, et donc, comme ça, le père abuse de la petite. Quoi. Quel conseil vous pourriez donner justement à ceux qui nous regardent pour lutter contre les violences basées sur le genre, à la fois dans l'espace familial, professionnel ou l'espace, je ne sais pas, personnel? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? C'est vraiment être assez responsable soi-même. Responsable et travailler à la protection de nos filles et de nos enfants. Être regardant sur ce qu'elles font, où elles vont, pour les protéger. Mais nous-mêmes, en tant qu'adultes, nous devons savoir que nous avons droit à la protection. Et la protection commence par nous-mêmes, parce qu'on le veut, parce qu'on désire. On ne peut pas accepter de se laisser battre au nom de l'amour, au nom de quelque raison que ce soit. On ne peut pas accepter ça. Il faut avoir suffisamment d'estime de soi pour dénoncer ce genre d'actes. Voilà. Et je crois que c'est le premier... C'est-à-dire, dès le premier coup, on plie bagage. Dès la première tentative. Non, il faut dire stop.
il faut dire stop. Je ne veux plus que tu me battes parce que je suis pas en relation pour qu'on me batte. Donc tu dis, il faut oser dire stop. Et si ça continue, bon, vous vous protégez. Mais c'est une décision personnelle d'abord parce qu'on a vu des situations où on est venu porter plainte et puis après on dit je retire ma plainte, je laisse tomber. C'est un choix. En tant qu'adulte, c'est un choix que nous avons, mais on l'assume. Voilà, on l'assume. Mais il y a donc un mécanisme psychologique assez compliqué sur ces sujets. Oui, il faut accompagner également. Je pense qu'on le fait dans l'accompagnement psychologique. Et justement, de plus en plus, il faut mettre l'accent sur la question de la santé mentale. Aussi bien pour les victimes que pour les auteurs. Chercher à les accompagner. Parce qu'on a des situations où il y a des récidivistes. Et donc, il faut mettre l'accent sur leur éducation, leur prise en charge également. Et c'est peut-être le défi pour vous en Côte d'Ivoire. Peut-être leur enfermement. L'enfermement, oui, mais il faut accompagner l'enfermement d'un autre processus qui est la restauration mentale. Parce que très souvent aussi, ils ont des problèmes, voilà, à ce niveau-là. C'est noté. Merci beaucoup, Mme Bessi, pour toutes ces informations. Donc, du 25 novembre au 10 décembre, les séjours d'activisme pour lutter contre les violences basées sur le genre et surtout pour les jeunes femmes et filles de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et peut-être à l'année prochaine, puisque... Oui, à l'année prochaine. Décidément. Merci. Merci. C'est la fin de cet entretien. Merci.